Bienvenue dans Beauty Backstage. Si vous ne me connaissez pas, je suis Lia, fondatrice de Social Beauty, une agence social media spécialisée pour les marques de beauté et de bien-être. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide sur vos réseaux sociaux, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous via le lien qui se trouve dans la description. En créant Social Beauty, j'ai fait de mes passions mon métier de rêve en réunissant à la fois mon intérêt pour le marketing et mon amour pour le domaine de la beauté. Grâce à ce métier, je rencontre et j'échange régulièrement avec des professionnels de l'industrie. Et les personnes que je rencontre sont toujours passionnées et passionnantes. Alors, j'ai décidé d'enregistrer certaines de nos conversations pour vous faire profiter également de ces échanges. L'objectif est de partager notre passion pour la beauté, mais aussi de vous en apprendre plus sur les coulisses de cette belle industrie. Si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre une belle note sur votre plateforme d'écoute préférée parce que ça nous aide énormément, alors merci d'avance. Et let's go, je vous laisse avec l'épisode du jour. Hello tout le monde et bienvenue dans Beauty Backstage. Aujourd'hui, on se retrouve avec Laura qui est experte en cosmétiques coréennes. Je sais pas si vous savez, mais les cosmétiques coréens sont très tendance en ce moment. Et ça tombe bien parce que Laura est vraiment l'experte en la matière en France et elle s'y connaît depuis déjà une bonne dizaine d'années de ce que j'ai compris. Hello Laura, bienvenue dans Beauty Backstage et merci déjà d'avoir accepté cette invitation. Hello Lilia, merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir intervenir sur tes premiers épisodes de podcast parce que j'aime beaucoup ton travail d'ores et déjà de décryptage marketing dans le milieu de la beauté. Donc je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui et j'espère vous donner un éclairage assez approfondi justement sur le secteur de la beauté coréenne et son développement en France. Merci. Alors déjà, comment tu vas? Parce que j'ai vu que tu étais en vadrouille ces dernières semaines ou ces derniers mois entre tes différents projets. Comment ça se passe? Comment tu vas, toi, avec cette reprise de boulot? T'as bien vu, je suis partie quasiment 2 mois aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Là, je reviens de Californie, ça se voit pas trop à mon teint, mais c'était très agréable comme voyage. J'ai fait un programme entrepreneurial pour justement développer mes différents projets. Donc c'était à l'université de Berkeley pour ceux qui connaissent. Vraiment très enrichissant puisque on en parlera peut-être au fil du podcast, comme je sais pas tes questions, mais je travaille aussi sur le développement d'une marque de cosmétiques pour enfants développée en Corée du Sud. Et c'était essentiellement dans le cadre du développement de cette marque-là que je suis partie. Donc, je viens de revenir encore un petit peu dans le jet lag et voilà, avec cette chaleur, ça n'aide pas, mais tout va très bien et très contente de pouvoir affiner aussi mon organisation autour de toutes ces activités parce que c'est quand même assez compliqué entre la création de contenu d'un côté, le développement de mon agence de l'autre et maintenant la marque. Ça fait beaucoup de choses à mettre de concert ensemble. Ok, super. Déjà, avant que tu nous parles de tes différents projets, moi, j'ai pu voir un petit peu ce que tu faisais déjà. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer et nous parler de ton parcours et de surtout ce qui t'a amené dans le monde de la cosmétique coréenne? Oui, alors, donc je m'appelle Laura, hein, vous l'aurez compris, j'ai 32 ans, bientôt 33. Alors, mon parcours, il est assez, on va dire, pas sinueux, mais j'ai fait beaucoup de choses et je me suis toujours laissée porter un petit peu aussi par ce qui m'animait, par mes passions. Donc, ma carrière n'a pas été toute linéaire. Donc, j'ai commencé, alors voilà, comme à peu près beaucoup de gens, diplômée dans le commerce international, avec une spécialisation dans le web marketing, le marketing digital. C'était quelque chose qui me plaisait énormément. Et à l'époque, c'est vrai que en dehors de mon travail, j'étais en agence, hein, tout simplement. J'avais une passion pour les cosmétiques parce que j'avais des problèmes de peau. Et c'était assez compliqué pour moi de les équilibrer. Et de fil en aiguille, en essayant tout un tas de choses disponibles sur le marché, je suis tombée sur des produits asiatiques, d'abord japonais, puis coréens. Et je me suis rendu compte que tiens, il y avait quand même quelque chose de différent. Déjà, l'effet sur ma peau a été assez significatif au bout de peut-être une première semaine déjà, donc, ce qui était assez surprenant pour moi. Donc je me suis dit, tiens, je vais creuser, je me demande pourquoi justement ces soins-là sont aussi performants. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que la Corée du Sud, qui est un pays que je ne connaissais absolument pas, était vraiment extraordinairement développée à ce niveau-là. Donc c'était à l'époque, tu sais, 2009, 2010, les bébés crèmes, les toutes premières, c'était même avant qu'Herborian lance ses bébés crèmes ici. Donc moi, j'ai commencé en commandant voilà une huile démaquillante et une bébé crème parce que j'ai la peau très claire et j'avais un peu de mal à trouver mes teintes aussi en fond de teint parce que maintenant on a des panels de teintes qui sont assez larges, hein, du très clair au très foncé. Mais à cette époque-là, c'était très compliqué de trouver un fond de teint à ma teinte.
Et de fil en aiguille, voilà, en commandant les produits et en me penchant vraiment sur le pourquoi du comment les produits sont aussi bons, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie valeur ajoutée au niveau de la Corée du Sud, que ce soit en concentration d'ingrédients actifs, le dosage, l'équilibre aussi des formulations, entre la pharmacopée et le côté super technologique. Donc j'ai eu envie de creuser et la vie a fait que voilà, mon ancienne agence, mon premier CDI, l'agence a fermé. Je me suis retrouvée un petit temps sans emploi et j'ai ouvert un blog pour pouvoir parler justement de cosmétiques, en particulier coréennes. Et là, ça a bien pris. J'ai eu tout de suite des personnes qui se sont intéressées au sujet et c'était un peu cette époque où on remettait aussi en question notre consommation à la recherche de produits beaucoup plus performants, avec un meilleur rapport qualité-prix. Et en ce sens, la cosmétique coréenne apparaissait vraiment comme une opportunité. Donc finalement, c'est comme ça que j'ai commencé à beaucoup plus mettre la cosmétique coréenne au cœur de mon activité professionnelle parce que voilà, j'ai professionnalisé mon blog. Ensuite, par la force des choses, j'ai rencontré mon ancien associé avec qui j'ai monté une première start-up d'import et de distribution de produits coréens parce que on s'est rendu compte très vite qu'on ne les trouvait pas sur le marché ici. Et donc ça marchait très très bien. Les activités pendant 5 ans ont été assez florissantes. Malheureusement, au bout de 5 ans, voilà, on n'était plus sur la même longueur d'onde toutes les deux. On s'est séparés et moi, du coup, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai plus envie de faire simplement de l'import-export, voilà, de l'implantation de marques en point de vente. J'avais envie de plus, j'avais envie d'accompagner plus les marques aussi dans leur découverte du marché. J'avais envie justement d'accompagner aussi plus les consommateurs, continuer à les éduquer. Et aussi travailler avec le retail, avec les points de vente pour justement leur expliquer pourquoi les produits coréens sont aujourd'hui une opportunité en termes de vente. Donc j'ai créé ensuite On The Shelf que tu connais et voilà, je continue toujours mon blog que j'ai passé en magazine digital qui s'appelle Junk Magazine. Donc, t'as commencé très fort en faisant de l'import-export et puis tout de suite après, enfin 5 ans après de ce que j'ai compris, t'as créé ton agence et en même temps t'es passé en fait d'un blog classique à un magazine, un vrai magazine online. C'est super. Et tu nous as dit tout à l'heure justement que les cosmétiques coréens étaient très différents. Selon toi, en quoi est-ce que c'est différent? Tu as parlé du dosage en termes d'ingrédients. Oui, alors les produits coréens, ils ont plusieurs particularités. La première, elle repose évidemment sur l'histoire du pays et sur toutes ses traditions, à savoir une grosse place prise par la médecine orientale, donc un petit peu la médecine comme la médecine chinoise, donc ce qu'on appelle aussi la pharmacopée. Donc ça va être vraiment la science des plantes, mais d'un point de vue médicinal. Donc c'est vraiment quelque chose qui est utilisé dans la vie de tous les jours en Corée, que ce soit dans l'alimentation. On mange beaucoup, bah voilà, l'exemple le plus parlant, c'est le ginseng. C'est une des racines les plus connues, qui est quand même très tonifiante, très énergisante, qui est justement très bien pour la circulation sanguine. Donc on va avoir tout un répertoire comme ça de plantes issues de la pharmacopée qui vont être surpuissantes et qui sont aujourd'hui exploitées en cosmétique grâce à des savoir-faire assez étonnants. Alors ça va être notamment beaucoup de processus de fermentation, parce que la fermentation des ingrédients va permettre de décupler aussi un petit peu leur assimilation dans l'organisme et leur efficacité. Donc ça, c'est vraiment un des points marquants de la cosmétique coréenne. Et j'ai envie de dire, ce qui est intéressant, c'est que on trouve ces ingrédients de la pharmacopée dans quasiment tous les cosmétiques. C'est un peu comme chez nous, l'acide hyaluronique, finalement, on en a partout. Eh bien, les plantes traditionnelles coréennes, on les trouve dans tous les cosmétiques, même les plus bon marché. Donc même les choses très très peu chères, très accessibles, vont contenir des dosages quand même assez intéressants dans ces plantes-là. Ça, c'est le premier point. Après, avec la force des choses et le développement justement du pays, hein, à travers le temps, bon, je ne vais pas te faire l'histoire de la Corée, mais voilà, à l'après-guerre, il y a eu vraiment des décisions politiques qui ont été très très fortes au niveau de l'industrie, et la cosmétique a été un moteur en fait de développement du pays. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a eu énormément de laboratoires qui travaillent de manière extrêmement compétitive au développement, bah, voilà, de molécules toujours plus puissantes et qui viennent en fait s'ajouter à cette base de pharmacopée. Donc on a un mélange entre des ingrédients extrêmement naturels et de la science qui donne en fait des effets décuplés sur la peau. Donc voilà à peu près la spécificité des produits coréens. Et pendant longtemps, on a eu également
des ingrédients aussi d'origine animale, comme la bave d'escargot filtrée, propolis évidemment, tout ce genre de choses. Là, c'est intéressant de voir aussi que c'est un petit peu en déclin. On est en train de passer sur des formules beaucoup plus véganes. Mais pendant longtemps, ça a été un peu le triptyque de la cosmétique coréenne. Ça a été justement cette alliance entre la pharmacopée, la technologie et les ingrédients aussi un peu d'origine animale. Voilà. Et si tu devais décrire la cosmétique coréenne en quelques mots, sans nous faire tout, enfin sans nous dire tout ce que tu viens de nous dire, comment est-ce que tu décrirais ça à quelqu'un qui s'y connaît absolument pas? En quelques mots, je te dirais que la cosmétique coréenne, c'est vraiment des produits qui sont high-tech, qui sont performants, qui ont 10 à 15 ans d'avance en matière de recherche et développement, qui sont riches en ingrédients aussi naturels, qui ont une très très bonne... alors désolée, je fonctionne un peu encore en anglais dans ma tête, mais un très bon rapport qualité-prix. J'allais dire value for money, mais un très bon rapport qualité-prix, évidemment, qui se renouvelle en permanence. On se renouvelle tout le temps en Corée du Sud, c'est des nouveautés tous les 2 mois. Et surtout, c'est une nouvelle expérience sensorielle parce que la galénique est vraiment au cœur du développement en Corée. Et on est sur des produits aussi qui sont skin entertaining, c'est-à-dire on crée des produits qui sont faits pour être montrés et adoubés aussi par les réseaux sociaux. Ouais, on voit d'ailleurs beaucoup de cosmétiques coréens là en ce moment sur TikTok. Enfin, moi personnellement, j'en vois plus sur TikTok, mais je crois en avoir vu aussi un petit peu sur Insta. Et justement, c'est super intéressant ce que tu nous dis parce que c'est finalement un marketing et un positionnement qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir en France. Comment est-ce que tu nous décrirais le marketing ou la manière de communiquer en Corée par rapport aux cosmétiques? Ah, c'est une question très intéressante. Alors, le marketing en Corée, c'est vrai qu'on a tendance parfois à réduire aussi les cosmétiques coréens uniquement à leur marketing ou à leur packaging. Et c'est assez réducteur, justement, parce que même s'ils sont très forts en ce sens, et culturellement, on est vraiment très, 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 très différents justement de tout ce marché-là. En Corée, déjà, il y a quelque chose de très fort, c'est la capacité de pouvoir capitaliser sur l'industrie de l'entertainment, donc l'industrie musicale en particulier, ou l'industrie du film, ou des séries, ce qu'on appelle les dramas. Donc il va y avoir énormément de personnalités qui vont être extrêmement connues et auxquelles les gens vont vraiment s'identifier. C'est vraiment des très très grosses superstars, hein, d'ailleurs dans toute l'Asie, elles rayonnent dans toute l'Asie, maintenant à l'international, hein, on a vu que ça commençait à venir chez nous. Mais pendant longtemps, c'était beaucoup sur le marché coréen principalement. Et donc, les sociétés de cosmétiques vont vraiment capitaliser sur des budgets publicitaires colossaux pour pouvoir mettre des célébrités, des chanteurs, des acteurs, des actrices, donc des hommes et des femmes, c'est intéressant de le noter, les mettre en avant dans leur campagne publicitaire. Une des premières marques qui a été capable de faire ça, ça a été Nature République et le groupe Amore Pacifique. Ils ont été les tout premiers à prendre un groupe masculin, un groupe d'idoles masculins, pour les mettre dans des publicités pour cosmétiques à destination des femmes. Et ça a extrêmement bien marché. Et maintenant, il y a plus de quasiment 15 ans, je dirais. Mais c'est vrai que c'est une des manières de procéder qui fonctionne très très bien. On va avoir aussi évidemment maintenant une force de frappe au niveau des... Alors, autrefois, on avait beaucoup et on a encore le home shopping. Chez nous, c'est complètement ringard le home shopping, mais en Corée du Sud, c'est vraiment quelque chose qui est très normal, j'ai envie de dire, dans une phase de lancement pour une marque cosmétique. On va tout de suite aller sur des plateaux de home shopping et les ventes, ça va être parfois 100 000 pièces écoulées en 1 heure ou 2, quoi. Ça va être incroyable. Bon, évidemment, ça va être beaucoup plus sur un public mature ou voilà les quarantenaires et au-delà. Et après, effectivement, en particulier auprès des millennials et des jeunes, ça va être beaucoup les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Instagram, je pense que la Corée du Sud est un des marchés principaux pour Instagram. On a aussi d'autres réseaux sociaux et beaucoup d'applications, notamment dans la beauté. Nous, on a par exemple Inky Beauty, ce genre d'application. En Corée du Sud, il va y avoir Hwae, il va y avoir Piki. Ce sont des applications qui sont extrêmement utilisées. Il y a des labels même qui se sont créés, je veux dire, chez Sephora ou chez Olivia, on va avoir le macaron approuvé par Hwae, etc. Donc voilà, en termes de marketing, on est vraiment sur un mélange encore un peu de canaux traditionnels et beaucoup, beaucoup de digital, évidemment, parce que c'est un des pays les plus connectés au monde, la Corée du Sud. Super intéressant. Et du coup, selon toi, comment se manifestent en fait les attentes des consommateurs en Corée par rapport aux cosmétiques? Enfin, quelles sont leurs attentes plus spécifiquement? Et si tu peux nous dire un petit peu la différence entre les consommateurs de cosmétiques
coréens et français ou internationaux, on va dire? Alors, le point vraiment essentiel pour les Coréens et les Coréennes en termes de consommation de cosmétiques, ça va être évidemment l'efficacité. Un produit qui ne fait pas ses preuves, qui n'est pas efficace, c'est même pas la peine. C'est des consommateurs qui sont très exigeants. Aujourd'hui, il y a des milliers de fabricants qui se battent sur ce tout petit territoire qu'est la Corée du Sud. Donc, ces fabricants-là n'ont pas le droit à l'erreur parce que, et c'est pas pour rien qu'il y a énormément de marques qui naissent et qui meurent chaque année en Corée du Sud, parce qu'aujourd'hui, faire énormément de marketing, ce n'est pas suffisant en Corée. La concurrence, elle est vraiment très très rude et c'est vrai que, comme je le disais, les cosmétiques sont déjà tellement concentrés et tellement, on va dire, presque parfaits de A à Z. On veille à tout, à tous les aspects. Ça va être le packaging qui va être extrêmement léché, ça va être l'identité de marque qui va être forte, ça va être la formule qui va être surpuissante, ça va être la galénique aussi. Si une crème, par exemple, est beaucoup trop épaisse ou laisse un voile un peu collant, voilà, ça va pas plaire non plus. Donc il y a vraiment une attention, le consommateur est vraiment expert, j'ai envie de dire, en Corée du Sud, c'est normal parce qu'on apprend culturellement très jeune à prendre soin de soi. C'est des traditions familiales qui sont transmises de génération en génération. Donc il y a une attention, il y a un regard vraiment de skin expert un petit peu. Donc ça va être, je pense, une des principales différences par rapport à chez nous, sachant que, par exemple, en France, évidemment, on va plus regarder peut-être le côté marque historique ou alors nous on a plus une appétence pour les soins vraiment très luxe ou pour les maisons françaises, les choses qu'on connaît déjà, parapharmacie parce que ça nous semble rassurant aussi d'acheter des soins en parapharmacie. On se dit tiens c'est approuvé médicalement donc en fait nous on va être plus prudent et on va être moins aventurier que les Coréens je pense, qui vont plus se laisser tenter que régulièrement par des nouveautés parce qu'il y a de la nouveauté tout le temps en Corée et forcément on est toujours en quête du mieux pour sa peau, pour avoir une peau parfaite. Donc on va voilà tenter beaucoup de choses. Et d'ailleurs, en point de vente, le marketing, enfin tout est fait pour encourager les consommateurs à découvrir de nouvelles marques. Ça va être tout le temps des one plus one, donc buy one get one. Ça va être des animations commerciales très fortes. Ça va être de la distribution de produits, du sample, mais même pas du sample, même du full size. Donc voilà, tout est fait pour que les Coréens se laissent plus tenter. Après, je pense qu'il y a aussi en tout cas, c'est en train de changer. Je pense qu'on est en train d'avoir des phénomènes de consommation assez communs, notamment sur la consommation de beauté clean et de beauté vegan. Je m'explique. Ça, jusqu'à il y a peu de temps en Corée, ce n'était absolument pas la tendance, alors qu'en France, on consomme des cosmétiques bio depuis maintenant pas mal d'années. Et aujourd'hui, on est à, je crois, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est sûr qu'on est à plus de 70% de femmes en France qui consomment des produits bio au moins une fois de temps en temps. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand on cherche à découvrir une marque indépendante en France, on va se tourner beaucoup vers des marques naturelles ou bio. En Corée, c'est assez nouveau et c'est vraiment, vraiment en train de gagner du terrain, y compris sur la beauté végane. Il y a une vraie attention aujourd'hui à des formules qui sont justement, alors déjà, le non testé sur les animaux, c'est en place depuis 2018 en Corée du Sud, mais sans ingrédients d'origine animale, c'est vraiment en train de devenir une norme aussi, notamment du point de vue des marques indépendantes. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un peu un point commun qu'on commence à avoir qu'on n'avait pas autrefois. Ok, donc oui, c'était justement une de mes questions de savoir comment est-ce que eux se positionnaient par rapport à la naturalité, on va dire, des ingrédients, par rapport au clean, aux ingrédients clean et à l'éthique de leur marque, etc. Donc ça commence à se rapprocher de ce qu'on voit ici en France, c'est ça? Exactement, absolument. D'ailleurs, la plupart des labellisations bio, ça va être forcément des labels qu'on a également ici, tout ce qui est Cosmos Organique, Cosme Bio, on va avoir le Vegan Society, PETA Vegan Cruelty Free. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'être je pense quasiment toute nouvelle marque est en train de se faire certifier. On est aussi sur une hausse des produits qui sont solides, qui sont zéro waste, zéro déchet. On va être beaucoup sur ces produits-là. Il y a aussi une tendance sur, comment dire, raccourcir un petit peu les étapes de soins. Avant, on parlait beaucoup du layering coréen en 10, 12 étapes qui était très fastidieux. On est sur une réduction justement de ces étapes de soins en 3-4 étapes en optant toujours pour des produits qui vont être double emploi. On va avoir des toniques qui vont être toner essence, donc à la croisée du tonique et du sérum, donc concentré en actif de soins très hydratant. On va être sur des crèmes enrichies en principes actifs. Par exemple, j'ai en tête
un pressed sérum, donc qui est en fait une crème. Donc ça a la texture d'une crème et la concentration en actif d'un sérum. Donc il y a plus de 70% de la formule, c'est de l'extrait de champignons chaga, donc très antioxydant. Donc voilà, on est en train justement de créer des super produits qui font un peu tout en un. Donc ça, c'est aussi une tendance qui est en train de monter. Et par rapport à la naturalité, il y a eu avec aussi la crise du Covid un peu un repli sur soi à plein de niveaux, mais on a commencé un petit peu en Corée à se remettre justement dans une consommation de produits locaux. Ça vaut pour l'alimentaire et ça vaut aussi pour la cosmétique. Pour te donner un exemple, il y a une marque qui s'appelle Sioris qui a acheté, Sioris a acheté justement des fermes, a racheté en fait des fermes et des lopins de terre dans des zones rurales en Corée pour pouvoir y cultiver de la prune verte ou des ingrédients comme du riz ou comme de la figue qui sont vraiment du coup 100% locaux et qui sont certifiés bio. Donc il y a aussi un peu une dynamique de travail sur l'économie locale qui est en train de se mettre en place et ça se fait voilà avec de nombreuses marques. Donc ça vient aussi répondre à la tendance un peu de la tu sais de la superfood où on a énormément d'ingrédients. Et selon toi, quelles sont les autres grandes tendances, peut-être pas par rapport au positionnement ou au marché, mais peut-être par rapport au type de produits que les gens utilisent beaucoup, enfin voilà les produits qui sont un peu en vogue en ce moment. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de tendances qui prennent racine en Corée du Sud. En ce moment, il y a un produit, alors on est en été, donc je vais parler de ça. C'est très intéressant. On va avoir tout ce qui va être stick solaire. Alors, c'est en train de percer en France et on le voit beaucoup, notamment sur TikTok, mais en Corée du Sud, ça fait déjà des années qu'on utilise des sticks. Mais les Coréens vont plus loin maintenant. Ils ont carrément des patchs, tu vois, des gros patchs solaires que tu peux porter quand tu fais du running, par exemple, parce qu'il y a une mode aussi maintenant de la fitness, enfin du fitness, qui est en train de se mettre en place en Corée du Sud. Donc ça a été un produit très très fort cette année. On a eu aussi des patchs, tu sais, des patchs, tu as dû les voir sur TikTok, c'est des patchs violets, et quand on vient appliquer de la crème solaire, ça nous donne tout de suite l'indice de protection. Enfin, on voit si ça protège bien la peau. Donc il y a eu beaucoup de produits comme ça, vraiment tournés autour de la protection solaire. De façon globale, on est sur des tendances de toujours plus de... Alors, il y a un retour à... Tu sais, on consommait beaucoup de masques en tissu en Corée du Sud, parce que c'est quand même le produit signature de la Corée. Et là, on est sur pas une baisse du masque en tissu, mais une montée en gamme du masque en tissu avec des fibres qui sont toujours plus surfines, qui sont dans des matériaux éco-conçus, voilà, comme des fibres d'eucalyptus, de bambou, de différentes plantes, et qui sont aussi recyclables ou biodégradables pour pouvoir un petit peu limiter l'impact écologique aussi, y compris sur les packagings qui deviennent aussi en papier. Donc, tendance des paper tubes, c'est pareil, ça vient de Corée du Sud. Sachant qu'il y a des sociétés comme Toon28 qui ont justement développé des papiers qui ne contiennent pas en fait de pelliculage plastique ni d'aluminium, donc qui arrivent à stabiliser justement des formules crémeuses et aqueuses dans ces packaging papier. Donc ça a été aussi une tendance assez forte du moment en Corée. Que te dire d'autre? Après, il y a beaucoup de tendances make-up aussi. Évidemment, on a toujours cette fameuse glass skin dont on parle depuis beaucoup d'années. Voilà, ça c'est un peu le truc phare en Corée. C'est plus qu'une tendance, Le c'est presque goal. un ADN. Ça fait vraiment partie du skin goal de toute coréenne et de tout coréen d'ailleurs. Non, vraiment, ça fait partie vraiment intégrante. Donc voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre en termes de tendance? Bah, l'aromathérapie est extrêmement à la mode en Corée du Sud. Justement, depuis le Covid, il y a un fort accent aussi sur le lifestyle, sur le bien-être chez soi, le bien-être dans son corps. Et ça passe aussi justement par un retour à des choses plus naturelles et des choses plus simples aussi. Ok. Et selon toi, quel est le point fort des Coréens par rapport aux cosmétiques? Pour moi, la réponse c'est bon. Après, tu as aussi dit les masques, c'est vrai, il y a ça aussi. Mais pour moi, c'est d'abord la protection solaire. Est-ce que selon toi, c'est ça ou est-ce qu'on est plus sur du soin anti-âge? Enfin, j'aimerais bien avoir ton avis par rapport à ça. Alors, tous les rituels de beauté en Corée du Sud n'ont qu'un seul objectif, je pense, c'est l'anti-âge. Et ça passe d'ailleurs par, tu as tout à fait raison, le soin solaire. En toute heure, en toute saison, c'est absolument tous les jours. Bah, je te parle, là, moi j'ai ma BB Cushion enrichie en filtre solaire sur ma table, hein, elle est toujours proche. Donc vraiment, la protection solaire fait partie intégrante des piliers et des forces des routines coréennes. Mais pour moi, c'est vraiment l'anti-âge, il est perçu de façon globale par des gestes simples que sont déjà le double nettoyage.
Parce que ça, aujourd'hui, ça commence à devenir une habitude, même en Europe, mais euh, ça tient aussi racine en Asie. Donc, ça va être le démaquillage à base d'un corps gras, comme une huile démaquillante suivie d'un nettoyant avec un pH bas pour ne pas perturber la barrière cutanée. Et donc aussi maintenir une certaine hydratation et une certaine souplesse de peau, une très forte hydratation. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'essences aussi, d'essences hydratantes en Corée et de crèmes qui vont être très 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 hydratantes. Et ensuite la protection solaire. Donc c'est vraiment pour moi ces trois gestes-là, c'est c'est la base de la base en Corée du Sud et c'est ce qui a fait en fait leur force. Et c'est sur ces bases-là que les marques et les fabricants développent en fait tout leur savoir-faire depuis des années. Ils essaient toujours d'optimiser ces trois étapes clés, je pense. C'est super intéressant ce que tu dis, surtout que pour ceux qui ne le savent pas, en général, enfin de ce que je sais, hein, de ce que j'ai appris en travaillant dans ce secteur, travailler les matières de protection solaire, tout ce qui est SPF, c'est en général très compliqué. Corrige-moi si je me trompe, Laura, mais moi, de ce qu'on Oui, m'a dit, non. c'est compliqué de travailler ce type d'ingrédients-là qui permettent d'apporter une bonne protection solaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en France, on a encore souvent des crèmes solaires qui marquent, enfin, qui laissent la peau blanche, qui sont grasses, qui sont trop épaisses, enfin, qui sont pas faciles à travailler. Moi, dernièrement, ça fait, je crois, 1 mois et demi ou 2 mois que j'ai acheté une crème solaire coréenne pour le coup, c'est Beauty of Joseon et qui est géniale. Enfin, j'ai été vraiment stupéfaite de voir à quel point la texture était facile d'application. Ça a pénétré tout de suite ma peau, aucune couche grasse ou blanche ou rien du tout. Par rapport à une autre crème solaire que j'avais juste avant, donc celle de Patika qui est bio, mais que j'ai pas du tout aimé. Donc, je voulais savoir aussi, parce que c'est vrai que quand on parle de cosmétiques coréens, enfin moi en tout cas, tout de suite je pense aux soins. Mais qu'en est-il du make-up? Tu nous as montré ton petit cushion qui a une protection solaire aussi. C'est ça? Ouais, Est-ce que tu exactement. peux nous en dire plus sur le make-up coréen que pour le coup je ne connais absolument pas? Oui, alors déjà très très bonne sélection, hein, Beauty of the Sun, c'est vraiment la crème solaire de cette année. Je pense que tout le monde, moi c'est pareil, j'avais un tube et là j'en ai un autre en transit là en cours de livraison. Donc c'est vraiment un must, donc tu as très très bien choisi. Et d'ailleurs c'est encore un exemple très marquant de l'alliance entre le soin et la protection solaire, parce qu'il y a des extraits de riz à l'intérieur et différentes choses qui font que ça travaille aussi sur la prévention des taches, en plus d'offrir une protection solaire. Et la galénique est extraordinaire. Et on a des déclinaisons qui sont multiples. Je parlais des sticks tout à l'heure, mais on va avoir aussi des gels solaires. Donc, on a toujours, même sur des solaires qui vont contenir des ingrédients, des filtres plutôt minéraux qui normalement laissent des traces blanches, en Corée, vraiment, ça va être très très peu. Moi, j'ai des crèmes solaires minérales coréennes qui ne laissent pas de traces blanches. Donc, c'est vraiment des prouesses techniques. Alors, moi, je suis incapable de t'expliquer comment c'est fait, mais c'est des prouesses techniques qui aujourd'hui inspirent beaucoup de groupes. Fun fact, toi, tu as travaillé dans la cosmétique pour des grands groupes. Moi, j'ai des groupes comme ça qui, à l'époque, commandaient ces produits-là dans mon ancienne boutique en ligne pour observer un peu en développement, pour justement s'inspirer. Donc, c'est quand même des super produits. Et pour répondre à ta question sur le make-up, aujourd'hui, c'est pareil. Bah, pour le make-up, la technologie, elle est aussi poussée voilà, à son apogée à chaque fois. On est sur des formules qui sont waterproof, qui sont sans transfert. Pendant le Covid, il y a eu vraiment un boom en fait des exportations justement de maquillage et de soins coréens. Justement, le make-up, la cushion, c'est devenu quelque chose d'assez connu pendant le Covid parce qu'ils ont développé des cushions qui sont sans transfert. Donc typiquement, quand on portait le masque, moi je sais que je n'avais aucun transfert de make-up. J'ai pu continuer à me maquiller complètement. Idem pour les encres à lèvres. Aujourd'hui, l'encre à lèvres, elle est en train, pareil, de prendre de la place dans les linéaires et dans les gammes de rouge à lèvres, produits en tout cas pour les lèvres. Ça vient encore une fois de Corée du Sud parce que c'est des produits qui sont très hydratants, qui peuvent être mat et tenir très très bien, mais sans assécher les lèvres. Tu verras d'ailleurs sur les produits de maquillage coréens qui sont encore une fois dosés en ingrédients qui vont être très hydratants, qui vont être nourrissants, qui vont aussi parfois protéger du soleil.
Donc le make-up coréen, il gagne à être connu et il y a des très belles marques, hein, que ce soit des marques indépendantes ou des grosses marques. Je parlais des cushions sans transfert, ça a été la Neo Cushion de la neige, un des best-sellers internationaux en 2020-2021. Pour les lèvres, tu as la marque Romand qui fait des excellents lip tints, et donc encre à lèvres, très crémeuses, qui sont géniales. Il y a 3CE aussi qui a été racheté par L'Oréal d'ailleurs. Non, le maquillage coréen a de vraies forces. Et fait intéressant à souligner, c'est que le make-up coréen a été très critiqué pour la maigre diversité de ses panels de teintes, en particulier pour le fond de teint. Et c'est en train de changer. Fort heureusement, c'est en train de changer. Notamment, on parlait des BB Cushion. Il y a des marques, je parlais de la neige tout à l'heure, qui sont en train d'étendre leur gamme de couleurs pour pouvoir correspondre à un maximum de teintes, y compris sur des peaux mat à noir. Mhm. Et il y a aussi des marques franco-coréennes ou américaines coréennes qui sont en train de se créer. Je pense à la marque Mireille Cosmetics qui est franco-coréenne, qui font des cushions, donc des produits de teint, dans des teintes allant des peaux très claires aux peaux noires. Donc fabriqués en Corée du Sud avec une super technologie. Donc voilà, petit à petit, c'est en train justement d'évoluer pour s'adapter à un marché international aussi. Ouais, c'est ça, de ce que je comprends, le marché est en train de s'ouvrir à l'international et donc ils ont des nouvelles cibles, des nouvelles audiences à satisfaire. Donc je pense que l'évolution par rapport aux teintes se fait naturellement, quoi. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de cette internationalisation de la cosmétique coréenne? Alors, moi je pense évidemment que c'est génial. Je pense que la cosmétique coréenne gagne à être connue. Il faut absolument qu'aujourd'hui, je pense qu'un maximum de personnes aient au moins un produit coréen dans sa salle de bain parce que ça change une vie. Moi, ça m'a changé la peau. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux pas t'imaginer que moi, j'ai eu de l'acné, des rougeurs, des plaques, la peau extrêmement déshydratée. J'avais l'air plus âgée, presque limite à 20 ans que maintenant parce que je n'avais pas accès voilà, à ces produits-là. Après, évidemment, il y a du bon, du mauvais, hein. On va pas se mentir non plus, hein. Il y a de tout. Mais de manière générale, je pense que à l'international, on est en train de comprendre le potentiel et le pouvoir des soins coréens. En plus, c'est un excellent rapport qualité-prix, donc ça a tout pour plaire finalement à différents publics. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Là, en 2021, on a pris encore une fois plus de 21% d'exportation depuis 2020, qui lui-même avait déjà plus de 18%. Donc, c'est vraiment aujourd'hui la cosmétique coréenne, elle s'exporte. Là, les chiffres 2021 qui viennent de sortir, c'est plus de 8 milliards de dollars d'exportation. Et c'est 25% de l'excédent commercial de la Corée du Sud. Cosmétique, aujourd'hui, ils ont surpassé même les exports de smartphones. Donc, on a Samsung, qui est quand même coréen. Et la cosmétique a réussi à dépasser. Donc, ça prouve aujourd'hui que les soins sont convaincants. Enfin, soins slash make-up, les produits coréens sont convaincants et que moi, je sais que j'avais conduit une étude en interne quand j'avais mes clients. J'avais quand même une base de données de plus de 20 000 clients, donc c'est énorme. Donc c'est quand même un échantillon assez fiable. Il n'y avait pas une personne qui, en testant les produits coréens, sortait des produits coréens. C'est-à-dire qu'une fois que tu as mis le doigt dedans, tu ne peux pas revenir en arrière et c'est tellement convaincant, les résultats parlent d'eux-mêmes que moi aujourd'hui je suis quasiment à 100% de consommation de produits coréens, quasiment. Et autour de moi le phénomène, enfin voilà, c'est vraiment Ouais, c'est c'est vrai, contagieux, c'est j'ai vrai. envie de dire. Ouais, mais c'est vrai ce que tu dis que c'est contagieux. Enfin moi, enfin bon, je suis dans les cosmétiques depuis un moment maintenant, mais je me suis jamais intéressée aux cosmétiques coréens. Honte à moi. Mais c'est vrai que ces derniers temps, à cause de TikTok, et puis j'ai commencé à te suivre aussi, ça m'a un petit peu mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, ah, ça doit être intéressant ça. S'il y a des gens qui sont aussi passionnés, s'ils ont autant d'expérience et qui peuvent en parler aussi régulièrement, c'est qu'il y a quelque chose. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner. Bon, je suis encore une newbie, comme on dit dans ce domaine-là, mais je pense que là, après ce podcast, j'ai envie de sortir ma carte et de passer commande de plein de produits. Et d'ailleurs, quels sont les produits, du coup, que tu nous conseillerais? Quels sont, selon toi, les must-have pour commencer une routine? Enfin, pas forcément une routine à 100%, mais voilà, pour tester un petit peu ce que peut nous offrir la cosmétique coréenne. Ah, je l'attendais cette question.
Bah écoute, déjà je te ferai une petite routine beauté, une petite ordonnance beauté si tu veux à l'issue du podcast, ça me fera plaisir. Qu'en fait, c'est ça qui est difficile quand on veut se lancer dans les soins coréens et honte à moi aussi, je devrais produire plus de contenu parce que je sais qu'il y a une vraie demande à ce niveau-là, mais on a toujours du mal à choisir. C'est des milliers de références, donc c'est très compliqué de s'y retrouver. Et en plus, comme tout évolue, souvent il y a des produits qui blow up et puis après qui n'existent plus et qui sont remplacés, reformulés. Donc c'est toujours compliqué. Alors, difficile de dire par où commencer, mais moi je pense que pour vraiment s'imprégner des soins coréens, passer déjà par justement un double nettoyage, pour moi c'est la vie, notamment les nettoyants coréens parce que on sous-estime en fait l'impact du nettoyage sur une peau. Parfois on a tendance à beaucoup trop décaper sa peau et c'est vraiment juste un problème aussi de nettoyage. C'est ça qui fait que la barrière cutanée est fragilisée, qu'il y a de l'acné qui surgit, alors que c'est pas forcément un problème qui va être voilà, qui va prendre ses racines de façon hormonale ou autre. Donc déjà avoir un bon nettoyant qui a un pH adapté, qui va être hydratant en même temps, ils sont très très doux et quand ils se rincent, il n'y a pas du tout le côté, tu sais, la peau qui crisse, qui est très désagréable, qui tiraille. Pour moi, c'est vraiment avoir un bon nettoyant, un toner essence. Pareil, ça apporte tellement d'hydratation et tout le monde en a besoin d'hydratation, donc il y a peu de chances de se planter. Un bon solaire coréen. Et puis moi je dirais évidemment tester au moins une fois un petit patch, que ce soit les patchs anti-boutons, là, anti-acné que tu as dû voir sur TikTok, de la marque Cosrx par exemple, c'est les meilleurs. C'est génial parce qu'ils sont tellement bien faits que tu peux te maquiller par-dessus. Ils sont tellement fins qu'on les voit pas du tout. Ça peut être des petits achats qui coûtent pas très très cher et qui peuvent être qui peuvent justement montrer un petit peu le potentiel d'une routine beauté coréenne. Donc, Ok. Des marques en particulier que tu nous conseillerais ou on regarde un peu toutes les marques? ah là là. Bah, alors c'est vrai qu'en France, le développement des soins coréens, il est vraiment en cours et c'est vrai que malgré le fait de travailler depuis maintenant quasiment une dizaine d'années là-dedans, il y a encore beaucoup de travail à faire pour rendre ces produits-là accessibles en point de vente. Donc si on veut acheter en France, moi je pense que partir sur des marques qui sont un petit peu plus haut de gamme, c'est intéressant, notamment la marque Wamisa, qui est une marque bio à base de fleurs et de racines fermentées coréennes. Donc c'est vraiment une marque 100% coréenne qui est très bien distribuée en France. On a des boutiques aussi qui sont online, qui sont basées en France ou en Europe en tout cas, comme Mime Cosmetics, qui vont distribuer tout un tas de marques. Parler de Cosrx par exemple tout à l'heure, très très bien comme marque. C'est une marque plutôt dermatologique, un peu para. Ça ressemble à des produits parapharmacie, mais avec des ingrédients assez intéressants. C'est avec beaucoup d'acide salicylique, avec du tea tree, avec qu'est-ce qu'on a, des galactomies à l'intérieur. On a des produits à base de bave d'escargot si on veut se laisser tenter par quelque chose de vraiment unique pour travailler sur les cicatrices ou sur les rides par exemple. Donc oui, des marques comme ça peut être intéressant. Et c'est vrai que malheureusement, on a eu pendant longtemps aussi les mauvaises marques mises en valeur, voilà, des marques pas Mm. très intéressantes qui apportent pas grand-chose, comme Tony Moly par exemple. Bon, c'est pas très efficace et c'est un peu gadget avec les pandas et les bambous et les fruits. Bon, aujourd'hui, on trouve de meilleures références. Je pense chez Sephora, Oui. on a la neige avec la ligne Waterbank qui est excellente et qui en plus convient à tout le monde parce que il y a des versions crème, il y a des versions gel, donc ça convient à la fois aux peaux mixtes grasses et aux peaux qui ont besoin d'un petit peu plus Mhm. de nutrition. Oui. Innisfree aussi, qui est pas cher du tout, est vendu chez Sephora. Donc voilà des marques accessibles. Moi, j'aime bien personnellement avoir une consommation coréenne assez mixte, c'est-à-dire prendre des choses qui sont assez accessibles, bon marché, qui sont un peu des best-sellers Mhm. depuis des années en Corée du Sud parce que c'est des marques de grands groupes, donc elles ont fait leurs preuves. Et en même temps, aller piocher chez les marques indépendantes qui, elles, vont coûter un peu plus cher, Mhm. mais vont être vraiment, vraiment haut de gamme. Et pour autant, le haut de gamme en Corée, c'est quand même très accessible. On est en dessous de 50 euros un produit. On est autour d'une trentaine d'euros. Donc ça, c'est haut de gamme. Par rapport à ce qu'on a l'habitude d'acheter chez Chanel ou Dior ou je ne sais quoi, qui coûte en général autour d'une centaine d'euros, enfin 60, 100 euros. Mhm. Ok, ça reste quand même accessible. Et selon toi, quelles sont les grandes marques tendances en ce moment? Bah, je sais que ça Mhm. doit pas mal bouger en Corée, mais peut-être en ce moment, cet été, peut-être. Alors, évidemment, tu as parlé de Beauty of Joseon tout à l'heure. C'est une marque qui est encore une petite marque en Corée, mais qui se développe à un niveau, voilà, ils ont un niveau de croissance assez phénoménal. Moi, je dirais, il y a Toon 28, enfin,
Tony Pal en coréen, mais Toon 28 à la française, qui est une marque qui a su obtenir aussi beaucoup d'investissements, hein. Ils ont eu beaucoup de fonds pour leur développement parce que c'est une marque qui a capitalisé sur des packaging en papier vraiment, vraiment uniques et sur du zéro déchet. Donc ça, c'est une marque dont on parle beaucoup à la fois en Corée et à l'international de plus en plus. En plus, la CEO, la fondatrice, elle est incroyable parce qu'elle est elle est vraiment aux antipodes des standards de beauté habituels. Elle a les cheveux, elle a ses cheveux naturels, gris, poivre et sel, courts. Enfin voilà, elle incarne vraiment une nouvelle vision de la féminité. Moi, je l'adore. Elle est badass. Elle a des discours. Elle est super. Enfin, l'empowerment en Corée, en tout cas, il y a beaucoup de femmes qui commencent à être inspirées justement par des fondatrices comme elle. Donc voilà, Toon 28, c'est une marque qui a un bel avenir, je pense, à la fois en Corée et en France. Il y a aussi la marque Beijing qui est à base de café vert bio, qui a été incubée notamment par l'accélérateur Super. Nivea porté par Bayersdorf en Corée du Sud. Donc pareil, très tendance. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, je te parlais de Sioris tout à l'heure. C'est une marque qui fait des cosmétiques locaux et en même temps saisonniers, donc avec des ingrédients de saison. Et pareil, qui est certifié Vegan Society, Cosmos Organique, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme marque vraiment, vraiment tendance? Ah oui, petit exemple, il y a la marque Medicube que tu as dû voir sur TikTok. Ils ont très, très bien communiqué justement grâce à TikTok. Ils ont un peu leur CEO qui est devenu leur égérie sur TikTok. Ils ont créé un hashtag CEO Oppa parce que Oppa, c'est comment dire en coréen, c'est un peu à la fois le grand frère, mais c'est en même temps un homme plus âgé que toi. On l'appelle Oppa, mais souvent ça a une connotation un petit peu Ok. rigolote maintenant grâce au drama où tu as souvent les filles, elles appellent leur amoureux plus âgé qu'elles Oppa, tu vois. Donc du coup, il y a eu un peu un délire autour du fondateur et c'est un très bel exemple d'une marque qui a su tirer parti des réseaux sociaux pour développer sa notoriété à l'international. Donc, c'était une marque qui n'est pas du tout connue, qui n'était pas du tout connue avant en Corée et qui est en train justement de percer grâce à TikTok. Donc, Medicube. Super, je vais regarder tout ça. Et en parlant de marque, du coup, toi, tu nous as dit que tu étais en train de créer ta marque. Bon, moi, j'ai suivi un de tes pitchs, donc j'ai compris à peu près ce que c'était. Est-ce que Ouais. tu peux nous raconter ça plus en détail? Ouais. Alors, effectivement, depuis quelques mois maintenant, je travaille avec mon associée qui est coréenne et qui a un peu une double culture franco-coréenne. Donc, on travaille sur le développement de la marque Swan Skin. Donc, Swan parce que dans différentes langues, y compris dans les origines aussi chinoises et coréennes, ça veut dire les descendants. Donc, c'est pas anodin qu'on ait choisi ce nom-là. Et d'ailleurs, c'est le nom de famille de mon associé. Donc, Ah tu vois, oui, it was meant to be. Swan Skin, en fait, ça vise la vie est bien faite, ouais. donc, du coup, on a choisi ce nom-là, donc Sunskin, pour pouvoir apporter une marque qui est à destination des enfants qui sont touchés par l'eczéma. Donc, une maladie de peau que tu connais sûrement, qui touche quand même aujourd'hui un enfant sur trois et 500 millions de personnes dans le monde. Donc, c'est assez énorme. Et il s'avère que la France est un des marchés principaux pour l'eczéma de l'enfance, en fait. C'est là où il y a le plus d'enfants touchés par l'eczéma aussi dans le monde. Et on a eu justement l'idée de créer une marque qui serait en fait ludo-éducative, donc qui permettrait à l'enfant de se réapproprier en fait les bons gestes. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que quand tu veux soigner ton eczéma, le plus tôt, c'est le mieux et ça permet aussi de réduire peut-être les chances de garder la maladie plus tard. Il est important justement de prendre soin de la peau d'un enfant qui a de l'eczéma très très tôt. Évidemment, c'est une maladie qui aujourd'hui n'est pas possible de la soigner comme ça avec des cosmétiques. Néanmoins, on peut œuvrer pour pouvoir participer à apaiser justement tous les maux et en particulier pour les enfants qui ont un quotidien assez compliqué. Et Doncine, mon associée, elle a eu cette maladie toute sa vie et encore aujourd'hui, donc c'est très compliqué pour elle. Mhm. Donc, on a eu l'idée de développer une marque qui serait ludo-éducative et pour ça, on est aidé à la fois de dermatologues coréens, donc pour pouvoir travailler sur des ingrédients innovants, et en même temps d'éducatrices Montessori. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas Ouais, si tu connais un petit peu l'éducation Montessori, il y a souvent des écoles Montessori ouais. en France où en fait on favorise vraiment l'autonomie de l'enfant au maximum. Donc nous, notre idée, c'était aussi de se dire, justement, il faut travailler justement sur cet aspect-là d'éducation et d'autonomie pour faire en sorte que l'enfant, il reprenne du plaisir, en fait, appliquer ses soins. Parce qu'aujourd'hui, un enfant qui a de l'eczéma, ça relève un peu de la limite de la torture. Il faut le mettre sur une chaise, lui mettre les crèmes, il pleure, il est pas. Enfin voilà, c'est très compliqué. Donc voilà, on s'est dit qu'on avait quelque chose à faire à ce niveau-là. Et voilà, notre Doncine et moi, on se connaissait depuis pas mal de temps, justement parce qu'on évoluait dans le milieu franco-coréen toutes les deux. Voilà, quand elle m'a parlé justement de ce projet-là,
Of course, j'ai eu envie de rejoindre l'aventure parce que c'est un peu, on va dire, une touche finale de mon aventure dans le milieu de la cosmétique sud-coréenne. Donc, c'est un très très beau projet sur Ouais. lequel on bosse activement. Là, on est en train de faire le prototypage des produits. Donc, voilà, c'est en cours. Et puis, on conduit notre levée de fonds actuellement, ce qui est aussi une des raisons pour lesquelles on est parti aux Ouais. États-Unis récemment. C'est incroyable. Enfin, ce projet, on en a déjà parlé. Je trouve que c'est un très très beau projet. Et aujourd'hui encore, c'est compliqué de se différencier en cosmétique, de sortir quelque chose d'innovant, quelque chose de singulier. Et là, pour le coup, vous êtes pile dans le mille, hein. Et du coup, la marque Mhm. sortirait quand? Alors, fingers crossed, on espère début d'année prochaine, autour du mois de mars. Là, on est en train justement de passer aussi sur le développement hein, pour pouvoir avoir aussi un échantillonnage et pouvoir faire des allers-retours avec une communauté de parents qu'on est en train de construire, Mhm. évidemment. On espère faire une campagne de crowdfunding au mois de novembre, donc keep in touch. On verra comment les choses se passent. Normalement, ça devrait sortir pour le printemps 2023. Ok, on croise les doigts. Qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, vous allez sortir combien de produits d'un coup? Alors, évidemment, c'est assez complexe de sortir beaucoup de choses à la fois. Et c'est pas forcément non plus la meilleure des stratégies parce que tu as envie de tester à la fois Mhm. ton marché et d'avoir les retours de tes clients et potentiellement aussi de réadapter ta ligne Ouais. par la suite. Donc, vaut mieux le faire quand tu as une ligne encore qui est assez courte. Et de toute façon, pour l'enfance, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses, hein, très honnêtement. L'idée, c'est pas de développer tout un tas de produits inutiles. Donc, on part vraiment sur les basiques, les fondamentaux pour prendre soin d'une peau qui a de l'eczéma, à savoir un nettoyant qui sera visage, corps et cheveux. Donc, pour forcément bien prendre soin aussi de la peau. Quand tu as de l'eczéma, tu as des plaies, donc c'est forcément difficile aussi d'avoir un nettoyant voilà, qui soit confortable à utiliser, qui pique pas trop et qui puisse faire un peu double emploi aussi pour toutes les zones du corps. Donc ça, c'est le premier produit. Ensuite, on aura une crème, hein, évidemment, parce que la crème, c'est un peu le produit pilier quand tu as de l'eczéma, parce que la barrière cutanée, elle est altérée et elle est vraiment perméable. Donc, on travaille sur ce produit-là qui va être une pépite, je peux pas encore tout dire, mais ça va être avec de très très bons ingrédients, beaucoup de céramide et tout un tas de choses. Et ensuite, on travaille sur un, ouais. On travaille sur un stick solaire pour les enfants parce qu'une crème solaire, c'est toujours pénible pour les enfants parce que c'est blanc, ça colle, ça leur Ouais. plaît pas. Donc, on s'est dit Ouais. quoi de mieux que partir justement sur les formats coréens que sont les sticks solaires pour faire quelque chose de ludique et de facile à prendre en main pour un enfant. Parce que, bon, je ne l'ai pas trop détaillé, mais notamment dans la philosophie de la pédagogie Montessori, l'idée, c'est d'avoir aussi tout un travail sensoriel et la prise en main, la bonne prise en main aussi des produits est importante pour les enfants. Donc, on travaille là-dessus également. Donc, ce sera 3 produits pour démarrer. Et du coup, pour commencer, vous visez seulement le marché français ou le marché coréen également? Alors, on travaille sur une implantation pour le marché français. Premièrement, parce que c'est un peu notre marché phare, notre marché clé. Et aujourd'hui, il y a vraiment un segment aussi d'enfants sévèrement touchés par l'eczéma qui est assez conséquent, hein. Donc, on veut vraiment commencer par un lancement en D2C sur le marché français. Dans le même temps, on a quand même déjà des pistes très intéressantes de dermatologues en Corée du Sud qui souhaiteraient mettre leurs produits dans leur propre clinique parce que nos formules déjà elles sont développées par une dermatologue coréenne qui a son propre réseau de cliniques. Donc à Séoul. Donc ça passerait par sa clinique, mais aussi par d'autres cliniques comme Voss Clinic, qui est la clinique d'un youtubeur, enfin d'un dermatologue youtubeur qui est devenu ensuite youtubeur très connu qui s'appelle Pialnam, qui serait intéressé pour mettre ses produits dans son point de vente, parce que les consultations d'enfants, hein, c'est quand même très important en Corée également. Donc voilà un peu nos marchés clés. Mhm. Et bien sûr, on aimerait énormément travailler sur les marchés d'Europe, en particulier l'Europe du Nord, l'Allemagne aussi, parce que c'est des marchés aussi qui sont très tournés vers Ouais. l'éducation et aussi vers la pédagogie Montessori. Génial. Donc voilà, et les États-Unis aussi dans un second temps, of course. Génial. Beaucoup d'ambition et franchement, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel avec ce projet. Enfin, il n'y a pas de raison. Alors, j'aimerais savoir aussi, enfin, c'est une question que je pose un peu à tout le monde maintenant avec le podcast. Qu'est-ce que, selon toi, la beauté, de manière générale, ou alors tu peux nous dire la beauté coréenne? Bah, la beauté, pour moi, en tout cas, c'est une définition très personnelle. C'est l'aura que tu dégages et c'est ta capacité à tout simplement être bien dans tes baskets, bien dans ta peau. Et c'est toutes les petites choses, tous les petits tips et les cosmétiques en font partie qui te permettent en fait d'accéder à ça. Parce que pour moi, c'est vrai que je vois pas ça du tout comme quelque chose de superficiel. Pour moi, prendre du
temps pour moi, avoir des temps très personnels dans ma journée, prends le temps de toucher mon corps, de masser ma peau, de me regarder parce que c'est vraiment extrêmement important. Quand j'avais des problèmes de peau, typiquement, je n'osais même plus me regarder parfois, tu vois, dans le miroir. J'avais jamais des trucs en zoom. C'était très compliqué. Et le fait et c'est pour ça que les produits coréens aussi m'ont beaucoup aidé parce que beaucoup de choses se font directement à la main. Tu vois, tu te masses le visage, tu te démaquilles avec les mains, enfin voilà, tu fais tout à la main. Et ça m'a aidé vraiment oui, à quelque part, à me réapproprier mon corps et à être bien dedans. Donc, c'est toujours, voilà, la beauté pour moi, c'est un peu tout Ok. ça. C'est pas une définition très claire, hein, ce que je viens de te dire. Mais en tout cas, voilà l'écho que ça a en moi, en tout cas. Que penses-tu du marché de la beauté de manière générale en France ou dans le monde ou juste en Corée? C'est pas anodin que j'ai ouvert un blog il y a quelques années parce que je trouvais que le marché était complètement décalé des attentes des consommateurs à cette époque-là. Je trouvais que c'était beaucoup trop unilatéral, qu'on ne prenait pas du tout en compte en considération justement les préoccupations des consommatrices, consommateurs, les hommes aussi d'ailleurs, hein, parce qu'ils étaient écartés de la beauté pendant un certain temps, en particulier sur certains marchés comme l'Europe par exemple. Pour moi, je pense et j'espère qu'aujourd'hui, toutes les avancées en termes d'inclusivité, en termes d'écoute, de co-création de marques, de développement de lignes avec le consommateur, j'espère que tout ça est sincère et va durer et que c'est pas un effet de mode non plus. Parce que pour moi, c'est vraiment la, la, la seule et unique façon en fait de produire de la beauté. Évidemment, il faut faire rêver et le luxe est excellent pour ça, hein. On est là pour créer des univers presque inaccessibles et qui font rêver tout le monde. Mais je pense que le marché de la beauté aujourd'hui, il est en train de redevenir un peu plus terre à terre et je trouve ça assez encourageant et j'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Et je te parlais tout à l'heure spécifiquement du marché coréen qui est en train d'aller vers plus d'inclusivité, vers plus aussi de body positive. On va pas se mentir, il y a aussi beaucoup de marques qui le font pour un objectif marketing et tout simplement pour gratter plus de parts de marché, pour se donner une très belle image. Mais j'ai quand même encore l'espoir que certaines structures le font avec beaucoup de sincérité et ça me touche particulièrement. Et il y a une marque notamment coréenne qui travaille beaucoup là-dessus et qui a été très avant-gardiste et qui s'en est pris aussi beaucoup à ses débuts. C'est la marque Lovebod qui a célébré dans ses campagnes, tu vois, vraiment toute une diversité de femmes. Et ça, c'était vraiment beau à voir. Ouais, Et c'était pas du tout du bullshit. C'était vraiment incarné par la fondatrice. Donc, je connais cette marque justement parce que j'avais rencontré la fondatrice de Lovebod hmm, lors du salon, je crois que c'était 360 cosmétiques, enfin l'année dernière en octobre à Paris. Et j'ai pu échanger avec elle et effectivement, elle avait l'air super sincère dans sa démarche. hmm. Et sa marque aussi avait l'air très, très intéressante. Super cool. Et du coup, j'ai une dernière question avant de finir ce Ouais, elle podcast. est très bien. Quelle est ta Ouais. marque préférée et pourquoi? Ah, super dur! Je vais te dire bientôt la mienne. Non, non, très sincèrement, j'ai du mal à te donner une marque parce que je suis vraiment le profil consommatrice qui touche à tout. Ouais. Je vais te dire, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est la marque Wamisa. J'ai absolument tous les produits de cette marque et je suis très fière de pouvoir dire que c'est un petit peu moi qui l'ai implanté sur le marché à l'époque parce que j'ai été une de leurs toutes premières consommatrices en France et j'en ai beaucoup parlé et elle a énormément plu à tous les gens qui me suivent parce que les formules sont incroyables. C'est des formules waterless, donc sans eau. C'est des formules fermentées. C'est des très très beaux packaging. Voilà, hein, une attention particulière à aussi, comment dire, l'écologie. C'est une marque qui fait attention aussi à ses lignes de production. Les packaging, ils sont à l'encre de soja, ils sont recyclés, recyclables. Il y a du braille sur les packaging. Donc tu vois, c'est quand même une marque qui coche beaucoup de cases et qui l'a fait sans attendre que ce soit une mode, en fait. Et c'est peut-être pour ça que je vais te dire que c'est une de mes marques Ouais. préférées, au-delà du fait qu'elle fonctionne du feu de Dieu. Voilà, donc c'est vraiment une de mes marques préférées. Ok. Donc merci beaucoup Laura, c'était super Avec intéressant tout ce que plaisir. tu nous as raconté, toutes les infos que tu nous as partagées. Là, comme je t'ai dit, j'ai qu'une envie, c'est d'aller acheter plein plein de produits cosmétiques coréens, je précise. Mais d'abord, j'attends que tu m'envoies ma petite routine. Pour info, j'ai une peau mixte, ouais, normale à mixte, on va dire. Donc
Donc, je te laisse me faire ma petite routine. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir accueilli et puis n'hésitez pas, voilà, si vous avez tous, vous qui regardez ce podcast, si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas à nous recontacter, hein, respectivement, Lilia et moi, Ouais. c'est avec grand plaisir que je répondrai à vos questions. Ouais, je vais mettre tes coordonnées, enfin les liens en tout cas de tes profils, comme ça on pourra te retrouver très facilement. Merci, merci. Ciao, ciao.